bien, bonjour à tous, bienvenue à la Villette, bienvenue à Comic Con Paris et bienvenue à cette très belle conférence, ce très beau panel consacré à Dark Stories. Panel exceptionnel puisque aujourd'hui vous allez découvrir 3 épisodes de cette série d'anthologie, 3 sur 5. Le restant des épisodes sortira le 31 octobre sur francetv.slash. C'est une belle série, une série d'horreur, une série de frissons. C'est rare en France d'avoir des productions audiovisuelles de genre, mais là, vous allez voir, il y a vraiment de la qualité. On a aussi une belle partie du casting qui est avec nous aujourd'hui. Mais en présentation, en préambule de ces 3 épisodes, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements nos réalisateurs et scénaristes François Descraques et Guillaume Bravet. Messieurs, parlez-nous de ce projet. C'est Guillaume qui l'a créé il y a très longtemps. Tu viens de me dire que c'était en 2005. Ouais, je suis retombé sur l'origine, le script d'origine. C'était en 2005. Voilà. Preuve que entre le moment où on a une idée en France, généralement le moment où on réussit à faire naître le projet, il faut pas lâcher, faut continuer de bosser. Et on en reparlera justement après, parce que je crois qu'il y a de belles choses aussi à dire là-dessus. Oui, on a mis déjà, on a tourné ça il y a 1 an. Voilà, vous êtes les premiers vraiment à voir les épisodes, donc j'espère que ça va vous plaire. Carrément. Très bonne projection à vous, et à tout de suite, à tout à l'heure. To see is not to believe. Donc c'est dit, si un jour vous avez un extraterrestre face à vous, j'espère que ces 3 épisodes vous ont plu. Les 2 suivants arrivent donc le 31 octobre, c'est dans quelques jours sur francetv.slash. Je vous demande d'accueillir, encore une fois, sous un tonnerre d'applaudissements, nos 2 réalisateurs et scénaristes, Guillaume Bravet, ainsi qu'une partie du casting de cette série Dark Stories, Sébastien Lalanne. Louis-Denis et Slimane Baptiste Berry. Slimane n'est pas là? Et à Tiffen. Eh bien, on peut applaudir Tiffen. Je suis désolé, sur le 2e épisode, normalement il y a des sous-titres, il y a un petit souci, voilà. Mais tout le monde est bilingue dans la salle. Mais tout le monde est bilingue aujourd'hui. Voilà, où tout le monde a progressé aujourd'hui. Parlez-nous peut-être des origines. Vous aviez dit que c'était en 2005 que vous aviez pensé, en tout cas vous aviez eu en tête cette histoire, cette série. Est-ce que ça aurait été possible de produire Dark Stories en 2005 en France? Alors, en 2005, c'était vraiment l'envie à cette époque d'essayer de monter un projet qui soit un peu comme... je pense qu'on est tous fans des Contes de la Crypte, de ce type de programme de série anthologique en fait. Et donc j'avais eu cette idée de faire une série où en fait chaque épisode donnerait en fait l'espace pour pouvoir consacrer une histoire à une créature ou un monstre type du bestiaire fantastique. Et en fait, j'avais commencé à développer ce projet, et puis je suis parti sur un autre projet auquel je ne m'attendais pas. En fait, j'avais fait une série après qui s'appelait Métal Hurlant, qui était adaptée du magazine, et du coup, qui était aussi une série anthologique. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé à faire Métal Hurlant, et puis, X années plus tard, Dark Stories est ressorti des tiroirs avec les équipes de France TV. Et puis du coup, on s'est vu avec François, avec Davy aussi, avec qui on avait travaillé sur le développement. C'est pour ça que Davy a plusieurs
apparitions dans la série. Et puis ça a donné, voilà, Dark Stories. C'est un format et un univers très anglo-saxon. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, si je souhaite faire vraiment ce projet Dark Stories, il faut que j'aille en Angleterre, il faut que j'aille aux États-Unis, plutôt que rester en France? En fait, c'était surtout la volonté, dès le départ, enfin, quand je suis allé voir François, je lui ai dit, on va mettre de l'anglais dans la série, parce que c'est tellement difficile de faire du genre en France que c'est un exercice qui est pas inintéressant de se poser et de voir comment dans l'ADN d'une histoire on peut y inclure une porte d'entrée pour un public qui soit plus large que juste le public français. Ensuite, les choses sont en train un peu de bouger, c'est ça qui est formidable à l'heure actuelle, et enfin, je l'espère, on va avoir de plus en plus de programmes de genre en France. François, à partir de quand vous rentrez sur ce projet et qu'est-ce qui vous a donné envie et excité de dès qu'il m'a dit série anthologique horreur, fais ce que tu veux, j'ai fait yes. Donc j'étais emballé dès le départ. Ce qui était cool, c'était qu'il avait environ, il y avait plusieurs pitchs d'histoire, plusieurs univers, mais il m'a dit vas-y, prends n'importe quelle histoire, du moment qu'on ne chevauche pas trop les monstres, on va dire, il fallait pas qu'on ait trop de monstres en commun. Et donc moi à la base, je lui ai dit écoute, j'ai une histoire d'alien et une histoire de vampire à la base. Et on a développé ces deux histoires. Au final, l'histoire de vampire, on m'a dit bah non, elle marche pas. Et donc j'ai dû trouver une nouvelle histoire en un week-end. Et c'est là où c'était vraiment le challenge, c'est que l'histoire de Boutad, donc avec Tiffen, j'ai dû l'écrire en un week-end, alors que les autres histoires, j'avais eu 6 mois pour les écrire. Et comme quoi, finalement, ça a quand même marché. Mais voilà, ce qui était cool, c'était que c'était comme si je pouvais prendre de mes cartons, de mes tiroirs, des histoires que j'avais depuis longtemps, mais que je ne saurais jamais comment les faire faire. Et là, il y avait ce cadre-là, il fallait juste, entre guillemets, que ça dure environ 15 à 20 minutes. En plus, il y avait cette porte vers l'anglais, donc l'histoire d'Alien, je me suis dit, mais tiens, on peut faire une journaliste anglaise et tout, comme ça, il y a du français, de l'anglais. Donc c'était vraiment, tout bénef pour moi, quoi. Alors en tant que comédien, est-ce que c'est un kiff, justement, on peut le dire, d'être dans une production dans laquelle on touche le fantastique, on touche l'horreur, ce qui est assez peu habituel dans le cinéma ou dans la télévision en France? Tiffen, elle est hyper habituée maintenant. Entre Marianne et ça, c'est la grande spécialiste du genre, quand même. Oui, c'est vrai. Girl with Balls, moi j'ai fait pas mal. Dawn of the Dead aussi. J'ai fait tous les. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement, de trucs en France, mais je suis dans pas mal. Ça me fait kiffer, ouais. Je trouve ça assez génial. Enfin, moi, en tant que spectatrice, j'adore ça. Et en France, on en fait peu. Je trouve ça évidemment hyper cool, surtout que les trucs qui font peur ne font jamais peur sur le plateau. Sauf mon partenaire, quand même, à poil tout le temps, ça peut un petit peu faire flipper, on va pas se mentir. Surtout quand on a l'impression qu'il me fait caca dessus, là, dans le lit. Elle était extrêmement proche de moi, Mais non, évidemment, c'est ultra fun. Enfin, mes camarades confirmeront. Moi, j'étais le mec à poil, donc je te c'est super, faut pas faire ça au mois de décembre, hein, je vous le dis la prochaine fois. Parce qu'on a tourné dans un hangar, il faisait très froid. Hein. Vous avez tous des doudounes chauffantes, les mecs. Hein. Moi, non. Non, bien sûr, c'est très rigolo. Et ce qui est marrant de faire des choses comme ça, surtout quand c'est fait en direct à l'ancienne, c'est-à-dire avec des trucs gluants, avec des machins qui tournent, avec des vrais objets. Ce qui est rigolo, c'est que justement, comme c'est pas de la 3D, même le bus, hein, on l'a fait en vrai. Hein. Non, c'est à l'ancienne, c'est assez rigolo. Enfin, c'est assez chouette, ouais, à faire. Ouais, ça déboîte, c'est génial, parce que nous, ça nous permet de faire des personnages un petit peu plus colorés, qui s'amusent un peu plus dans le jeu, même si ce que vivent les personnages peuvent être dramatiques. Et ouais, c'est l'éclate. Moi, je suis super content d'avoir vu ça, parce que je les avais pas vus. Et franchement, ça déboîte, je suis trop content, quoi. Putain, le casting, il déboîte, quoi. C'est cool. Non, mais franchement, ça tue. C'est le cas de le dire. Du coup... Dès le 31 octobre, vous allez voir les 2 épisodes suivants. Ouais, j'ai hâte. On parlait des effets spéciaux, ils sont fous, que ce soit dans la 3D avec le vaisseau spatial, ou que ce soit le dur. Justement, est-ce que déjà c'était une volonté de se dire on va un peu se faire une série télé à l'ancienne avec des effets spéciaux durs, que ce soit du gluant, du sang, et apporter une touche numérique, mais qui soit quand même assez saisissante? En fait, sur les différentes séries sur lesquelles j'ai travaillé auparavant, moi j'ai toujours
et essayer de privilégier qu'on ait le maximum de choses sur le plateau. Il y a beaucoup, même, enfin, ce que je dis souvent, c'est que même pour les comédiens, le fait d'avoir des vrais tirs sur le plateau, le fait d'avoir des vrais impacts sur le plateau, ça aide évidemment les comédiens. Et puis tout de suite, on a un résultat à l'image qui nous permet d'aller chercher, je l'espère, une qualité qui soit la plus élevée possible. Là où c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter d'avoir trop d'inconnus en post-production. Mais sinon, oui, c'est d'essayer de trouver cet équilibre entre ce qu'on peut faire en plateau, ce qu'on peut faire en post-production, parce qu'évidemment, il y a des moments où, c'est sûr qu'on adorerait faire un plan avec une maquette de vaisseau spatial, mais voilà, il faut trouver le juste équilibre, surtout quand on est dans des budgets qui sont ceux de la télé, quoi. Je trouve justement que l'équilibre, c'est vraiment le mot qui définit bien la série. Enfin, félicitations encore une fois là-dessus. Bah non, mais c'était ça qui était... on savait, globalement, le budget qu'on avait, donc on savait qu'il fallait que tout tienne d'abord par les comédiens, ensuite par les créatures, donc c'est pour ça que bout de tâche, j'en suis très fier, parce que vraiment, c'est littéralement que 2 personnages ennemis. Il y a pratiquement il y a 0 plan FX, sauf un plan FX. C'est un plan cosmétique, c'est un truc que j'ai appris quand on dit ah c'est cosmétique, parce qu'en fait on voyait quand il est comme ça sur Tiffen, on voyait la couille qui dépassait. Il y a aussi l'œil de Tiffen qui part à l'ouest, mais ça c'est discret, mais surtout quand j'ai dû dire regarde, faut effacer la couille du jean parce que ça dépasse de son string. Voilà. Est-ce que ce sera dans les bonus DVD ou Blu-ray? Je sais pas si on le voit, non, on le verra jamais. Franchement, faut, voilà. Mais bon, donc ça c'est... Donc ça c'est... de testicules. Voilà, ouais. J'avais des testicules? Ouais, non, j'ai eu un problème de testicules sur le tien. C'est hyper gênant. Merci beaucoup pour cette question qui, en tout cas... Comme quoi, des fois, les effets spéciaux sont pas là. Les 3 épisodes sont fous. Est-ce que on peut s'attendre, si succès il y a, et je suppose qu'il y aura, puisque tous nos amis vont parler de Dark Stories sur les réseaux sociaux dès ce soir, #Dark Stories. Est-ce qu'on peut espérer une saison 2? Bah, c'est dans les cartons. En fait, quand on voit toute la saison, il y a un petit fil conducteur en fait par rapport à la saison, et donc éventuellement, si nos partenaires diffuseurs nous font confiance, ce sera avec plaisir qu'on remplira sur des nouvelles bestioles. Aller sur le digital, c'était important pour vous? C'était le seul endroit où on était accueillis. Hein. C'est déjà pas mal. Non, mais dans un sens, ça ouvre aussi sur un autre public qui n'aura peut-être pas été présent sur une chaîne de télévision plus classique. Ah bah c'est sûr, quand on voit les tripes tomber de Sébastien Lalanne, j'imagine mal France 2 diffuser ça. TF1, non? TF1 peut-être. Bah, juste avant Joséphine Ange Gardien, c'est super. Ouais. Mais puis... En access. Voilà, mais en même temps, on vit vraiment une époque charnière, parce que voilà, entre Marianne sur Netflix, France TV Slash, qui se lance dans les fictions vraiment de qualité, justement, on n'est plus relégué à la seconde ligne en mode oui, bon, c'est sur Internet, donc c'est pas pour de vrai. Non, maintenant on a vraiment l'impression d'être pris au sérieux, que ce soit par les diffuseurs, que par le public, j'espère aussi. Sans trop nous en dire, est-ce que vous pouvez nous teaser très rapidement les 2 prochains épisodes? On peut parler par créature. Il y aura des ghouls et il y aura une poupée. On aime les poupées. Ouais. Il y aura une poupée Qui a la tête de Davy. On a peut-être le temps. On hésite à la commercialiser. Mais je crois que ça sera un carton. Pour le prochain Comic-Con, pour Comic-Con 2020, peut-être qu'on pourra... Mais sérieusement, elle est très malaisante, parce que chaque fois que je vais dans son bureau, elle est tout le temps posée dans un coin, et chaque fois je fais ah et c'est Davy en fait, c'est Davy en poupée qui bouge pas comme ça. On s'amuse à faire des blagues. En fait, tous les jours, on déplace la poupée, on la met dans un endroit différent, sur un autre ordinateur. Donc quand les gens arrivent, généralement, ils se retrouvent à côté de Davy. On a peut-être le temps pour quelques questions dans le public, si vous avez des interrogations sur la production, des questions à poser à nos acteurs, ou même des avis à donner. Enfin, des avis, ça dépend. Si c'est des avis positifs, sinon... Bonjour. Merci.
Je voulais juste savoir combien de temps ça avait mis la production pour un épisode et même pour les 5 épisodes. Alors en tournage, c'était environ entre 4 à 5 jours de tournage par épisode. Et en montage, enfin en post-prod, alors c'est compliqué. Il y a eu 1 an de post-prod, mais on n'était pas dessus tous les jours. Disons qu'il y a eu, on a mis parce qu'en fait, à la base, on nous avait dit, ok, ça sortira pour Halloween 2018. Et on a dit, ah bah le problème c'est que le tournage, on va le tourner vraiment en octobre et tout. Donc nous on pensait que ça allait décaler la sortie vers le printemps. Et en fait, ils ont dit non, ça sera toujours Halloween, mais donc 2019. Merci. Oui, et puis la post-prod était en effet longue, beaucoup d'effets. On est même encore en train de finaliser certains effets sur le dernier épisode. Donc on est vraiment à la dernière minute parce que ça a été très long. On a eu quelques soucis en post-prod, parce que des fois on a des accidents aussi en post-production. Mais voilà, c'était un bel exercice. Une autre question par là-bas. Alors moi, ça va être plus un conseil. Vu que vous avez ressorti un vieux dossier des cartons, j'aimerais juste avoir un conseil par rapport à ça. Que faire justement quand on ressort un vieux projet sur le projet? Je pense qu'il faut... c'est tous les projets, moi personnellement, les 3/4 des projets que j'écris ne se font pas tout de suite. Et donc ils ressortent d'une manière différente. Donc Boulta par exemple, ça a été une sorte de recyclage d'un autre projet que j'ai toujours, qui va peut-être se faire, mais donc du coup, faut pas avoir peur de se dire ok, si un projet se fait pas tout de suite, c'est pas grave. Les idées si elles sont bonnes, elles seront toujours utiles dans plus tard. Alors, faut pas avoir peur à les déstructurer et tout. Faut accepter le fait qu'on grandit entre le moment où on écrit un truc et le moment où peut-être on va le faire. Donc du coup, c'est là où c'est flippant, c'est quand on te dit ok, ton idée t'as eu il y a 5 ans, tu te tournes maintenant, et que tu dois le relire, te dire est-ce que ça vaut toujours le coup. Faut pas hésiter à se poser ces questions-là, à se dire est-ce que c'est toujours aussi pertinent ou pas, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, c'est vrai que, en fait, les projets même, je dirais le marché, les diffuseurs, il y a un temps pour tout et une période en effet pour tout. Là maintenant le marché est plus propice à accepter ce type de projet. Les diffuseurs ils sont un peu plus sensibilisés, mais du coup ça crée une vague. Et du coup derrière ce qui est important c'est de se dire finalement quand on a un projet, faut rester convaincu sur son projet et se dire que bah voilà, s'il faut attendre 10 ou 15 ans pour que le projet se fasse, des fois c'est ce qui se passe, hein. Il y a des films, encore il y a peu de temps, je crois que c'est Gemini Man, même si bon, le film n'a pas très bien marché, c'est un film qui a mis plus de 30 ans à être développé. Et là, j'ai lu un truc sur Facebook aujourd'hui, une citation de Andrew Stanton, qui est un réalisateur de Pixar à la base, qui dit un scénario, ça met 10 années homme à s'écrire. Donc pour un homme, c'est 10 ans. Pour 2 hommes, c'est 2 hommes ou femmes bien sûr, c'est 5 ans, et si vous êtes 10, ça prendra qu'1 an. Donc c'est pour ça que plus les équipes, alors des fois multiplier les gens, ça multiplie pas forcément, ça raccourcit pas tout le temps, mais c'est vrai que quand c'est quelque chose qui vaut le coup, ça prend du temps, c'est logique. Ne jamais rien lâcher, c'est ça. Carrément. Il y a des questions. Bonjour. Vous avez réussi à réunir un très très beau casting français, mais en plus de ça, d'autres comédiens qui sont de grands noms, et même, si je ne me trompe pas, des noms internationaux. Ouais. Alors, pour le digital, notamment... Lou Johnny, Wolf Dennis. Pour le web, c'est surprenant. Pour une fiction française, c'est surprenant. De genre, c'est encore plus surprenant. Donc, comment vous faites? Alors c'est parce que en fait, Guillaume a tourné avec des gens internationaux sur ce projet, hein. C'est le carnet d'adresse de Guillaume, surtout à la base. En fait, la série que j'avais fait pour France Télévisions, donc Métal Hurlant, donc qui était en 2000, ça date, qui était déjà de la science-fiction, était une série qui était tournée principalement en langue anglaise, avec des comédiens à la fois français bilingues et étrangers. Et en fait, ça a été le coup de chance que la série en fait soit diffusée, a été achetée par Sci-Fi Channel aux États-Unis, et donc elle a été diffusée en prime time là-bas. Et à partir du moment où on a la chance d'avoir fait une série qui a été diffusée sur les networks là-bas, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de pouvoir
contacter les agents et proposer des projets, parce que du coup, ils appellent d'autres agents, ils disent mais lui, c'est sérieux ce qu'ils font, et voilà. Et donc du coup, ça permet d'avoir des acteurs qui viennent de l'étranger sur le projet. Et sachant qu'en plus, la particularité, c'est que il y a une version en fait qui est faite pour l'étranger du projet, qui prend la forme d'un 90 minutes en fait, d'un film à sketch. Donc du coup, ça permet aussi d'aller voir certains talents en leur disant bah voilà, c'est pas juste une série, c'est aussi un film à sketch. Ce sera du coup diffusé au cinéma ou sous forme d'un téléfilm sur ça ensuite on verra, c'est le travail de ces gens qui sont dans le métier qui s'appelle les distributeurs internationaux, qui sont les gens qui font en sorte de prendre un film et de l'emmener dans d'autres pays. Et voilà, donc on verra bien. Une question par là. Bonjour, moi ce serait pour un compliment pour les premiers et troisième épisodes, si je ne me trompe pas. Le troisième, il m'a un peu rappelé le film La Horde, un film français qui mélangeait un peu zombie et humour. C'est pas obligé que ça fasse peur, donc c'était très bien. Et pour le premier, ça serait une question, c'était par rapport à l'épisode sur le djinn. Est-ce que vous allez faire d'autres épisodes en rapport avec d'autres religions, vu qu'il y a beaucoup d'histoires d'horreur et qui peuvent être intéressantes? Dans les autres épisodes, je suis pas sûr qu'on parle de ça. C'est vrai que moi, le djinn, ça m'a vraiment intéressé. C'est une croyance ou une légende en fonction de l'angle qu'on veut prendre, qui me fascine depuis longtemps, qui est très concrète en plus dans la religion musulmane. Et je trouvais que c'était étrangement, alors qu'il y a plein d'histoires de vampires, plein d'histoires de ça, les djinns, c'est le truc qui a rarement été on va dire mis en scène. Il y a eu quelques films, je crois qu'il y a une série sur Netflix qui a été faite récemment là-dessus. Donc moi j'étais assez fasciné par ça, mais c'est vrai que voilà quoi, je sais pas s'il y en aura d'autres forcément comme ça quoi, mais ce qui est sûr c'est que je sais que toi tu es aussi beaucoup axé sur le folklore nordique. Donc il y a plein de créatures dans la légende nordique que tu aimerais exploiter. Les trolls, les elfes, parce que tout le monde le sait en fait, les elfes c'est des salauds. Donc bon bref, on verra, mais oui on essaiera d'aborder d'autres créatures qui soient soit en effet issues de croyances, soit issues de bestiaires légendaires ou ce genre de choses là, ce qui serait super. Si on peut, parce que c'est toujours intéressant. Enfin, moi, une de mes motivations par rapport au projet, c'était vraiment de me dire, on va essayer d'amener des créatures, des bestiaires classiques dans, quelque part, notre réalité française. Parce que c'est toujours... en fait, c'était suite à... J'avais rencontré l'auteur de Game of Thrones qui m'avait dit, il me dit mais pourquoi vous ne faites pas plus de séries de genre en France? Et je lui avais dit, vous savez, les diffuseurs pensent que la science-fiction, c'est un genre sur lequel la France n'est pas légitime. Et c'est lui qui m'avait dit, mais la science-fiction, c'est la France qui a inventé la science-fiction, Jules Verne. Et c'est vrai que ça fait quand même tout un pan de cinéma qui pendant des années a essayé de faire en sorte qu'on soit très très ancré dans le réel, et c'est bien aussi de pouvoir se dire qu'en France on peut se libérer notre imaginaire aussi quoi. Avoir un peu d'humour c'était nécessaire aussi dans ces épisodes, parce qu'on a entendu ça a bien rigolé mais de rien. En fait c'est marrant, c'est pas forcément une volonté dans les miens en tout cas, je me suis jamais dit ok celui-là il va être drôle. À chaque fois j'ai essayé de trouver un axe que je trouvais quand même effrayant, ou à savoir que ce soit dans l'univers des djinns ou d'un gars dans sa ferme qui est triste et en même temps qui peut être dangereux pour lui-même ou on ne sait pas, mais forcément ça crée des décalages, et donc ces décalages créent de la comédie, mais c'était jamais une volonté de dire ok il faut que ce soit une comédie. Il y a toujours une idée de base que je trouve forte d'un point de vue de dramaturgie, et après oui il y a des décalages, et c'est vrai que pour Bouddha, c'est vrai que j'ai écrit le rôle pour mon ami Simon Baptiste Béraud, parce que je sais qu'il incarne vraiment le gars d'origine marocaine, mais qui a pas grandi au Maroc. Et du coup, je trouvais ce décalage intéressant. Donc forcément, ça fait rire quand il dit moi, j'ai grandi à Paris et tout, parce que ça nous met face à nos contradictions en France, de se dire c'est bon, il est d'origine marocaine, c'est bon, il est croyant.
et pas forcément, quoi. Et pareil pour Dominique Pinon, forcément, c'est à partir du moment où Guillaume m'a dit on peut avoir Dominique Pinon, j'ai dit mais il serait tellement parfait, et c'est le gars que j'ai eu le moins à diriger de ma vie en fait, parce que tout était trop bien. Il arrive à être à la fois touchant et inquiétant dans le même plan. Et voilà, et moi c'est ça que je trouve riche en fait dans ces univers-là, c'est que on n'est jamais loin de la comédie, on m'a dit, on n'est jamais loin, même quand c'est des films d'horreur où il n'y a pas de comédie, les gens rient dans les salles, ils rient de stress, ils ont besoin de rire en fait, donc c'est des réactions humaines que nous on adore. Et puis là pour le coup, moi c'est la première fois que je voyais vraiment en entier finalisé Mort mais vivant, donc vraiment fait par Guillaume, et je l'ai trouvé très très marrant, quoi. Vraiment les gags burlesques et tout, les réactions, et je pense que Sébastien, tu le diras aussi, tu le joues pas comme une comédie. C'est ça qui est très drôle, c'est que toi, tu subis et t'es au premier degré tout le temps, et c'est ça qui rend le truc drôle. Oui. Merci. C'est bien. Une dernière question peut-être dans le public. Alors ça c'est plus pour les acteurs, du coup, comment vous avez entendu parler du projet et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le projet? L'argent. Souvent c'est ça. Non, quand il y a des projets qui arrivent comme ça, c'est toujours une super occasion pour nous, parce que on aime, moi j'adore le film de genre. J'avais vu en plus le CV de Guillaume, avec qui j'ai tourné, et, il a tourné avec des... tourné avec Duncan MacLeod, du clan MacLeod, quoi. Je veux dire, c'est juste la grosse classe. Enfin bref, il adore les films de genre, et moi j'adore ça aussi, j'adore cet univers-là. Donc voilà, c'est de faire autre chose aussi que ce dans quoi on me connaissait avant. Donc c'était une belle opportunité, et j'ai adoré tourner avec un super partenaire. Et je suis vraiment convaincu que c'est pas facile de mêler comédie, horreur et un peu action. Voilà, le nôtre il joue un petit peu sur tous les tableaux, et je trouve que je suis vraiment bluffé, bravo, parce que je trouve que c'est très réussi. Enfin, je nous félicite en fait. je nous dis bravo. Moi, j'avais déjà travaillé avec François, j'avais la chance de travailler avec lui, et du coup, il m'a proposé. Et il pourrait me proposer de lire Le Bottin, je pense que je dirais oui. Du coup, en plus, c'était. Il avait besoin d'un monstre, hein, donc forcément. Et non, voilà, et c'est trop fun, et pareil, j'adore le genre, j'adore en faire, et puis quand c'est bien fait et tout, et puis c'est. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus que ça. C'était très très cool. Moi j'en avais jamais fait et ça me fait trop peur, donc je connais rien, ça me fait vraiment trop flipper. Mais vraiment j'ai adoré parce qu'en 4 jours on a fait dans un format qui est quand même un format court, on a fait vraiment presque toutes les techniques de cascade qui puissent exister sur un film, des coups de feu, des impacts, mais tout ça en réel, des coups de feu, des vrais coups de feu, hein, c'est pas la 3D, des impacts, des trucs, des bastons, ouais. Même passer à travers la fenêtre, plein de choses, quoi. Des coups, c'était incroyable. Et ça, c'était un vrai régal de le faire en dur, quoi. En effet spéciaux dur, comme tu dis, hein. C'est absolument génial. Voilà. Et puis tu fais la comédie, tu vois, c'était drôle. Dark Stories, ça sort le 31 octobre sur francetv.slash. Soutenez cette série, elle en vaut vraiment la peine, elle est ambitieuse, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a du frisson, c'est rare en France, il faut vraiment que ça bouge, et Dark Stories, à mon avis, va vraiment changer les choses. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Dark Stories. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.